traversant une place, le millionnaire s'est figé en entendant la musique de l'artiste de rue, la même que sa fille chantait avant de disparaître il y a 20 ans. La place Saint-Michel baignait dans la lumière dorée d'un soleil d'automne. François Delacroix s'était arrêté pour acheter son journal quand une mélodie traversa l'air animé de la place, le figeant sur place. Ses doigts se crispèrent sur le papier, tandis que son cœur ratait un battement. Cette chanson, cette voix, il se retourna lentement, comme dans un rêve, vers la source de cette mélodie qui lui déchirait l'âme. Assise sur le rebord de la fontaine, une jeune femme d'environ 25 ans grattait doucement une guitare usée. Ses cheveux châtains tombaient en vagues souples sur ses épaules. Et ses yeux, même à cette distance, lui semblaient étrangement familiers. Ce n'était pas possible. Cette chanson, c'était celle que Valérie, sa petite fille de 6 ans, chantonnait avant de disparaître, 19 ans auparavant, une berceuse que sa défunte épouse lui avait apprise, une mélodie simple que personne d'autre ne connaissait. François porta la main à sa poche, où il gardait toujours le petit pendentif en argent de Valérie, seule trace de sa fille disparue. Il sentit ses jambes trembler, alors qu'il s'approchait de la jeune musicienne. « Excusez-moi !» Sa voix était rauque d'émotion. « Cette chanson, où l'avez-vous apprise ?» La jeune femme leva les yeux, surprise par cette interruption. Son regard avait une profondeur qui le frappa au cœur. « Je ne sais pas vraiment, » répondit-elle avec une légère hésitation. « C'est étrange, mais je la connais depuis toujours. C'est la seule chose dont je me souvienne d'avant que tout devienne flou. » François sentit son cœur s'emballer. « Comment vous appelez-vous ?»« Étoile, » répondit-elle avec un sourire timide. « C'est comme ça qu'on m'appelait à l'orphelinat. Je n'ai jamais connu mon vrai nom. » François fit un rapide calcul mental. 25 ans, 19 années depuis la disparition, l'âge correspondait parfaitement. « Pardonnez-moi si je parais indiscret. Mais vous souvenez-vous de quelque chose de votre enfance ? Quoi que ce soit. » Le visage d'Étoile s'assombrit légèrement. Elle posa sa guitare à côté d'elle. « Pas grand-chose. Parfois, je fais des rêves. Je vois un grand jardin avec des roses rouges, une fontaine en pierre, et j'entends... » Elle hésita, comme si elle craignait de paraître folle. « J'entends un homme qui m'appelle « ma petite lumière ». C'est idiot, n'est-ce pas ?» François sentit ses jambes faiblir. Il dut s'appuyer contre le rebord de la fontaine pour ne pas chanceler. « Ma petite lumière ». C'était exactement ainsi qu'il appelait Valérie, d'une main tremblante. Il sortit de sa poche le petit pendentif en argent qu'il gardait toujours sur lui. C'était un médaillon en forme d'étoile, avec des initiales gravées à l'arrière. « VD ». « Avez-vous déjà vu ceci ?» demanda-t-il, le cœur battant. Étoile regarda le pendentif, et à la stupéfaction de François, ses yeux se remplirent immédiatement de larmes. Elle tendit la main, hésitante, et effleura le bijou du bout des doigts. « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de le connaître, » murmura-t-elle, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Comment est-ce possible ? Je ne vous ai jamais rencontré. » Les passants commençaient à les regarder avec curiosité. Mais François n'en avait cure. Après 19 ans de recherches infructueuses, d'espoirs déçus, de fausses pistes, il avait peut-être enfin retrouvé sa fille. « Je m'appelle François Delacroix, » dit-il, la voix tremblante. « Il y a 19 ans, ma fille Valérie a disparu. Elle avait 6 ans. Ce pendentif lui appartenait. » Étoile le regarda avec un mélange de confusion et d'émotion brute. « Vous pensez que je pourrais être... » « Non, c'est impossible. »« Où avez-vous grandi ?» demanda François, incapable de contenir son impatience. « Dans plusieurs orphelinats, » répondit Étoile. « On m'a trouvé quand j'avais environ 6 ans, marchant seul sur une route de campagne. Je ne me souvenais de rien, pas même de mon nom. Les médecins ont parlé de traumatisme, d'amnésie. » François prit une profonde inspiration. Il savait qu'il prenait un risque, qu'il s'exposait à une nouvelle déception. Mais il ne pouvait pas laisser passer cette chance. « Étoile, je sais que cela va vous paraître fou, mais accepteriez-vous de venir avec moi ? J'ai une propriété en Provence. Le domaine de la Croix. C'est là que Valérie a grandi, là qu'elle a disparu. Si vous êtes elle, peut-être que certains souvenirs reviendront en voyant les lieux. » La jeune femme hésita, visiblement troublée. « Je ne sais pas. Vous êtes un inconnu pour moi. » Et pourtant, elle toucha à nouveau le pendentif, comme hypnotisée. « Pourtant, il y a quelque chose en vous qui me semble familier. » « Je comprends vos réticences, » dit François,
Prenez votre temps pour réfléchir. Nous pourrions commencer par un simple déjeuner. Et je vous parlerai de Valérie. Au restaurant, François montra à Étoile des photos de sa fille, lui raconta comment elle adorait les roses rouges du jardin, comment elle s'endormait chaque soir avec cette même chanson qu'Étoile avait jouée sur la place. À chaque détail, la jeune femme semblait de plus en plus troublée, comme si des fragments de mémoire tentèrent de percer la brume de l'oubli. « Il y a une chose que je dois vous dire », confia François, alors qu'ils terminèrent leur repas. « Si vous acceptez de venir au domaine, vous y rencontrerez Madame Marthe Girard, ma gouvernante. Elle m'a pratiquement élevée après la mort de ma mère. Et elle était comme une grand-mère pour Valérie. Elle a été dévastée par sa disparition. » Étoile hocha lentement la tête. « D'accord, je viendrai. Je ne sais pas si je suis votre fille, monsieur Delacroix, et je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais j'ai besoin de savoir. » François sentit une vague d'émotion le submerger. Il se contenta de hocher la tête, incapable de parler, puis il sortit son téléphone et composa un numéro. « Marthe, c'est François, je rentre au domaine demain, et je ne serai pas seule, j'ai peut-être retrouvé Valérie. » De l'autre côté de la ligne, dans la grande cuisine du domaine de la Croix, Madame Marthe Girard, une femme de 68 ans au chignon impeccable et au regard d'acier, sentit un froid glacial l'envahir. La tasse de thé qu'elle tenait glissa de ses doigts et se fracassa sur le sol en 1000 morceaux. Le domaine de la Croix se dressait au bout d'une allée bordée de platanes centenaires, imposant et majestueux dans la lumière dorée du soleil provençal. Dans la voiture qui remontait l'allée, Étoile se sentit soudain oppressée. Ses mains devinrent moites. « Tout va bien ?» demanda François, remarquant sa pâleur. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « J'ai l'impression d'avoir déjà vu cet endroit, mais c'est impossible. » La voiture s'arrêta devant un perron de pierre blanche. Étoile leva les yeux vers la façade ocre, les volets bleu lavande, les glycines qui grimpaient jusqu'au premier étage. Une sensation vertigineuse la saisit. « Les glycines » souffla-t-elle. « Elles sentent de si bon au printemps. » François la regarda, stupéfait. « Comment pouvez-vous savoir ça? Nous sommes en automne. » Étoile secoua la tête, confuse. « Je ne sais pas. C'est juste venu comme ça. » La porte d'entrée s'ouvrit, et une femme âgée apparut. Grande, mince, le dos droit malgré son âge. Madame Marthe portait un tailleur gris impeccable et un chignon serré qui accentuait la sévérité naturelle de son visage. Ses yeux, d'un bleu délavé par les années, se posèrent sur Étoile avec une expression indéchiffrable. « Monsieur François, » dit-elle d'une voix contrôlée, « vous voilà enfin. » Elle descendit les quelques marches pour les accueillir. Son regard restait fixé sur la jeune femme avec une intensité troublante. « Marthe, voici Étoile, » présenta François. « Étoile, je vous présente Madame Marthe Girard, qui s'occupe de cette maison et de moi depuis plus longtemps que je ne peux me souvenir. Enchantée, mademoiselle, » dit Marthe avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous devez être fatiguée par le voyage. Entrez donc. » Étoile la remercia d'une voix faible. Quelque chose dans l'attitude de la gouvernante la mettait mal à l'aise, sans qu'elle puisse l'expliquer. Le hall d'entrée était vaste, avec un sol en marbre blanc et noir disposé en damier, un escalier majestueux monté vers les étages, sa rampe en fer forgé représentant des motifs végétaux délicats. « La rampe », murmura Étoile, touchant le métal froid. « Il y a une rose qui a perdu un pétale, n'est-ce pas, juste au tournant de l'escalier. » François et Marthe échangèrent un regard. Le visage de la gouvernante s'était figé. « Comment pouvez-vous savoir cela ?» demanda François. La voix tremblante, Étoile monta quelques marches et s'arrêta au tournant. Sa main trouva immédiatement le motif de rose dont un pétale avait été cassé des années auparavant. « Je ne sais pas, » dit-elle, troublée. « C'est comme si mes doigts connaissaient le chemin. » Madame Marthe s'éclaircit la gorge. « Permettez-moi de vous montrer votre chambre, mademoiselle. Vous pourrez vous rafraîchir avant le dîner. » Elle conduisit Étoile au premier étage. Dans une chambre d'amis au ton bleu pâle, la pièce était élégante mais impersonnelle, clairement destinée aux visiteurs occasionnels. « J'espère que vous y serez confortable, » dit Marthe. « La salle de bain est attenante, le dîner sera servi à 20h. » Étoile hocha la tête. Reconnaissante pour ce moment de solitude, dès que la porte se referma, elle s'assit sur le lit, submergée par des émotions contradictoires. Cette maison lui semblait à la fois étrangère et familière, comme un lieu visité dans un rêve. Pendant ce temps, à l'étage en dessous, Marthe avait rejoint François dans son bureau. « Alors ?» demanda-t-il,
incapable de dissimuler son espoir. « Qu'en pensez-vous » La gouvernante garda un visage neutre. « Je pense que vous devriez rester prudent, monsieur François. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Mais vous avez vu comment elle a trouvé la rose cassée et elle a parlé des glycines avant même d'entrer. Des coïncidences, peut-être, suggéra Marthe. Ou bien cette jeune femme s'est renseignée sur votre domaine. Internet regorge d'informations. » François secoua la tête. « Non, personne ne pouvait savoir pour cette rose. C'était un accident domestique, jamais mentionné nulle part. Dans ce cas, je vous conseille un test ADN, dit Marthe d'un ton pragmatique. C'est la seule façon d'être certain. J'y ai déjà pensé. J'appellerai mon médecin demain. Marthe hocha la tête. Bien sûr, en attendant, voulez-vous que je prépare l'ancienne chambre de Valérie pour voir sa réaction ? François hésita. Non, pas encore. Je ne veux pas la brusquer. Laissons-la explorer la maison à son rythme. Après s'être rafraîchie, Étoile décida de visiter les lieux. Elle descendit l'escalier et se dirigea instinctivement vers l'arrière de la maison. Une grande véranda donnait sur le jardin. Et là, elle s'immobilisa, à travers les vitres. Elle voyait des parterres de roses, désormais en fin de floraison, mais encore majestueuses, et au centre, une fontaine de pierre. Son cœur s'accéléra. Sans réfléchir, elle ouvrit la porte de la véranda et sortit dans l'air frais du soir. Comme hypnotisée, elle marcha vers la fontaine. C'était exactement comme dans ses rêves. Le bassin circulaire en pierre pâle, les 3 vasques superposés, l'eau qui cascadait doucement. François l'observait depuis la véranda, le cœur battant. Il n'avait rien dit, voulant voir si elle trouverait d'elle-même les lieux familiers de son enfance, et elle l'avait fait avec une précision troublante. Étoile s'approcha des rosiers. La plupart avaient perdu leurs fleurs, mais quelques roses tardives s'accrochaient encore, rouge profond, presque pourpre. Elle tendit la main pour toucher un pétale. Soudain, une image fulgurante traversa son esprit. Une main d'enfant, sa main, cueillant une rose semblable, puis une douleur à son doigt, une épine, du sang sur la pierre blanche de la fontaine. Un cri étouffé s'échappa de sa gorge. Elle recula, trébuchant presque, alors que la vision s'intensifiait. Une voix derrière elle, un murmure menaçant, une main qui lui agrippait le bras. Étoile. La voix de François la ramena au présent. Il était à ses côtés, l'air inquiet. Que s'est-il passé ? Vous êtes blanche comme un linge. J'ai vu. Elle s'interrompit, le souffle court. J'étais une petite fille. Ici, je cueillais une rose et je me suis piquée. Et puis, ses yeux s'emplirent de terreur. Quelqu'un était derrière moi. Quelqu'un m'a attrapée. François la soutint, alors que ses jambes menacèrent de céder. De la véranda, Madame Marthe observait la scène, ses doigts serrant convulsivement son tablier. « Rentrons », dit doucement François. « Vous avez eu assez d'émotions pour aujourd'hui. » Au dîner, l'atmosphère était tendue. Étoile, encore secouée par son expérience dans le jardin, mangeait à peine. Marthe servait les plats avec une politesse glaciale, son regard toujours posé sur la jeune femme quand celle-ci ne la regardait pas. « J'ai retrouvé l'album photo de Valérie », annonça François, brisant le silence. « Nous pourrons le regarder demain, si vous vous en sentez la force. » Étoile acquiesça. Puis, tournant son regard vers Marthe, elle demanda « Vous avez connu Valérie depuis sa naissance ?»« N'est-ce pas ?» La gouvernante posa délicatement sa cuillère. « En effet, j'ai pratiquement élevé Monsieur François après le décès de sa mère, et j'ai aidé à s'occuper de Valérie quand sa femme est morte en couche. » Sa voix s'adoucit légèrement. « Une enfant charmante. Sa disparition a été une tragédie indicible. » François baissa les yeux vers son assiette. Étoile eut l'impression fugace que quelque chose sonnait faux dans la voix de Marthe. Mais l'instant passa. Cette nuit-là, dans sa chambre, Étoile ne parvint pas à trouver le sommeil. Les images du jardin hantaient son esprit. Et chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage de Madame Marthe, cette expression indéchiffrable dans son regard alors qu'elle l'observait. Pourquoi avait-elle la sensation persistante que cette femme, derrière son masque de dévotion, cachait quelque chose de terrible? Le lendemain matin, François s'enferma dans son bureau pendant qu'Étoile prenait son petit déjeuner sur la terrasse. Au téléphone, il contactait tous ceux qui pourraient l'aider à reconstituer le passé de la jeune femme. « Oui, c'est ça, un orphelinat près de Marseille », disait-il à son ami avocat. « Elle y aurait été placée il y a environ 19 ans.
Son nom d'adoption est Étoile, sans nom de famille. De l'autre côté de la ligne, l'avocat prit des notes. « François, ne te fais pas trop d'illusions, » avertit-il. « Même si les dates correspondent, ce pourrait être une simple coïncidence. Elle connaît des détails sur la maison qu'elle n'aurait pas pu trouver ailleurs, et la ressemblance est frappante. Dans ce cas, pourquoi ne pas faire un test ADN ? J'y viens. Peux-tu m'arranger un rendez-vous le plus rapidement possible ? » Après avoir raccroché, François sortit d'un tiroir fermé à clé le vieux dossier de la disparition de Valérie. Il l'avait consulté des centaines de fois au fil des ans. Espérant y découvrir un indice négligé, les photos de sa fille souriante contrastaient cruellement avec les rapports de police et les avis de recherche jaunis par le temps. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez !» Madame Marthe apparut. Portant une tasse de café, son visage arborait son habituelle expression composée. « J'ai pensé que vous auriez besoin de ceci », dit-elle en posant la tasse sur le bureau. Son regard s'attarda sur le dossier ouvert. « Vous reprenez vos recherches. » Ce n'était pas une question. Mais François acquiesça tout de même. « J'ai contacté un ami qui travaille dans les services sociaux. Il va chercher des informations sur le passé d'Étoile. » Marthe hocha lentement la tête. « Une sage précaution. Après tout, cette jeune femme pourrait être... » « N'importe qui ?» François leva les yeux, surpris par le ton. « Vous ne croyez pas que ce pourrait être Valérie ? Je dis simplement qu'il faut être prudent. » Elle ajusta machinalement un bibelot sur l'étagère. « Où est-elle maintenant ? Sur la terrasse ? Elle prend son petit déjeuner. »« Bien, je veillerai à ce qu'elle ne manque de rien. » Marthe se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Monsieur François, n'oubliez pas combien vous avez souffert chaque fois qu'un espoir s'est révélé vain. Je m'inquiète pour vous. » Son ton était sincère. Presque maternel, François se sentit honteux d'avoir douté d'elle, ne serait-ce qu'un instant. « Je sais, Marthe, mais cette fois, c'est différent. Je le sens. » La gouvernante inclina légèrement la tête et sortit, refermant doucement la porte derrière elle. Pendant ce temps, Étoile savourait la douceur du matin provençal, le croissant encore chaud, le café parfumé, la vue sur les collines au loin. Tout semblait étrangement familier, comme un rêve dont elle aurait oublié les détails, mais qui laisserait une impression tenace. « Puis-je vous resservir du café ?» La voix de Madame Marthe la fit sursauter. La gouvernante se tenait à côté d'elle, une cafetière à la main. « Oui, merci », répondit Étoile en lui tendant sa tasse. Elle observa la vieille dame alors qu'elle la servait avec des gestes précis. Quelque chose dans sa présence provoquait chez elle un malaise indéfinissable. « Avez-vous bien dormi ?» demanda Marthe, son ton parfaitement courtois. « Pas vraiment. J'ai fait des rêves étranges. »« Oh !» Marthe s'assit en face d'elle, son regard soudain attentif. « Quel genre de rêve ?» Étoile hésita. « Des fragments. Je courais dans un jardin, celui-ci je crois, et il y avait une voix qui m'appelait. La voix de Monsieur François. Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas clairement. » Elle fixa sa tasse. « Madame Marthe, comment était-elle ? Valérie, je veux dire. » Le visage de la gouvernante se figea imperceptiblement, avant de se détendre en un sourire nostalgique. Une enfant charmante, vive, intelligente. Elle adorait chanter, cette mélodie que vous connaissez. C'était sa préférée. Et le jour où elle a disparu, que s'est-il passé exactement ? Marthe se raidit légèrement. C'était un après-midi comme les autres. Elle jouait dans le jardin, près de la fontaine. J'étais dans la cuisine, préparant le goûter. Monsieur François travaillait dans son bureau. Sa voix devint distante. Et puis, quand je suis sortie l'appeler, elle n'était plus là, comme évanouie dans l'air. Il n'y avait aucun indice, personne n'a rien vu. La police a enquêté pendant des mois. Ils ont interrogé tout le monde, fouillé partout. Jamais rien. Marthe se leva. « Si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. » Elle s'éloigna d'un pas raide, laissant Étoile troublée par son récit. Quelque chose sonnait faux, mais elle n'aurait su dire quoi. Plus tard dans la matinée, François emmena Étoile visiter le domaine. Le parc s'étendait sur plusieurs hectares, avec des bois au fond de la propriété. « Je jouais ici, enfant ?» demanda Étoile, surprise par sa propre formulation. François sourit tristement. « Si tu es Valérie, oui, tu aimais particulièrement grimper à ce chêne. » Il désigna un arbre majestueux. « Tu m'as fait une peur bleue un jour en montant si haut que je ne pouvais plus te voir. » Étoile s'approcha de l'arbre comme hypnotisée. Elle posa sa main sur l'écorce rugueuse. Il y avait une cabane,
murmura-t-elle. Là-haut, entre les branches, François la regarda stupéfait. Oui, je l'avais construite pour toi le printemps avant ta disparition. Mais comment? Je ne sais pas. Étoile secoua la tête, confuse. Les images viennent et repartent. C'est comme si une partie de moi connaissait cet endroit. De retour à la maison, Étoile se dirigea vers sa chambre pour se reposer, en passant devant une porte fermée au bout du couloir. Elle s'arrêta, attirée par une sensation étrange, sans réfléchir. Sa main se posa sur la poignée, la porte était verrouillée. « C'était ta chambre », dit la voix de François derrière elle. « La chambre de Valérie, je l'ai gardée telle quelle depuis ce jour. » Étoile se retourna. « Pourrions-nous y entrer ?» François hésita, puis sortit une clé de sa poche. J'attendais le bon moment. Peut-être est-ce maintenant. La porte s'ouvrit sur une chambre d'enfant figée dans le temps. Des jouets soigneusement rangés, un lit avec des draps roses, des étoiles peintes au plafond, sur la table de chevet, une petite boîte à musique. Étoile resta sur le seuil, submergée par une vague d'émotions. Des images floues défilaient dans son esprit. Elle, petite, jouant sur ce tapis, se blottissant dans ce lit, regardant les étoiles briller faiblement dans l'obscurité. « La boîte à musique » murmura-t-elle. « Elle joue notre chanson, n'est-ce pas ?» François acquiesça, incapable de parler. Il prit la boîte et la remonta délicatement. La mélodie s'éleva, douce et mélancolique, emplissant la pièce de souvenirs. Ce soir-là, après le dîner, François annonça qu'il avait pris rendez-vous pour un test ADN. « Le médecin viendra demain, si tu es d'accord, bien sûr », ajouta-t-il en regardant Étoile. « Bien sûr », répondit-elle. « Je veux savoir la vérité autant que vous, dans la cuisine. » Madame Marthe écoutait leur conversation. Ses mains vieillies serraient nerveusement son tablier, un test ADN, l'évidence qui révélerait tout. Après avoir fini la vaisselle, elle attendit que la maison soit silencieuse. Puis, d'un pas furtif, elle se rendit dans sa chambre et verrouilla la porte derrière elle. Au fond de son armoire, derrière une pile de linge, se trouvait une boîte qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. Elle en sortit un vieux journal, jauni par le temps. En première page, la photo d'une petite fille souriante, Valérie Delacroix, disparue. Le titre hurlait. La fille du magnate François Delacroix enlevée. Marthe fixa la photo, son visage se transformant en un masque de haine froide. 19 ans, murmura-t-elle. 19 ans de paix. Et maintenant, tu reviens pour tout détruire. Elle rangea soigneusement le journal et referma la boîte. Demain, le médecin viendrait. Elle devait agir vite. François ne pouvait pas découvrir la vérité. Jamais. Personne ne devait savoir ce qui s'était réellement passé ce jour-là, près de la fontaine aux roses rouges. Le sommeil fuyait Étoile cette nuit-là. La visite de l'ancienne chambre de Valérie avait délogé quelque chose en elle, comme si une porte longtemps verrouillée s'entr'ouvrait dans sa mémoire. Vers 3 heures du matin, elle abandonna l'idée de dormir et se leva. Le domaine de la Croix était silencieux. Enveloppée dans la pénombre bleutée de la nuit, Étoile enfila un gilet et sortit de sa chambre. Elle n'avait pas de destination précise, mais ses pas la menèrent naturellement vers cette porte fermée au bout du couloir, celle de la chambre d'enfant. François lui avait donné la clé avant de se retirer. « Au cas où », avait-il dit, avec un regard plein d'espoir qui lui avait serré le cœur. Maintenant, elle faisait tourner cette clé dans la serrure, poussée par une force qu'elle ne comprenait pas. La chambre était baignée dans la clarté argentée de la lune qui filtrait à travers les rideaux. Étoile alluma la petite lampe de chevet, projetant une douce lueur rose sur la pièce. Elle s'assit sur le petit lit, laissant ses doigts caresser la couverture brodée de papillons. « Était-ce vraiment ma chambre ?» murmura-t-elle pour elle-même. Son regard fut attiré par le plafond. Les étoiles peintes y brillaient faiblement, certaines avec un léger éclat phosphorescent, sans savoir pourquoi. Elle tendit la main vers l'interrupteur et éteignit la lampe. Dans l'obscurité, les étoiles semblèrent prendre vie. Un motif se révéla, invisible à la lumière, des constellations soigneusement reproduites. Et au centre, une étoile plus grande que les autres. Polaris, chuchota-t-elle, l'étoile polaire qui guide les perdus. Comment connaissait-elle ce détail? Une image surgit. Un homme, François, plus jeune, perché sur une échelle, peignant minutieusement ses étoiles pendant qu'elle lui tendait les couleurs, allongé sur ce même lit. « Tu vois, ma petite lumière », disait-il dans ce souvenir, « l'étoile polaire est spéciale,
Quand on est perdu, elle nous aide à retrouver notre chemin. La vision était si vive qu'Étoile en eut le souffle coupé. Ce n'était pas un rêve, mais un véritable souvenir. Ses mains tremblantes se mirent à explorer la chambre, touchant chaque objet comme pour y lire une histoire. La commode en bois clair, la collection de petits animaux en peluche, les livres pour enfants soigneusement rangés. Elle s'arrêta devant l'un d'eux, plus usé que les autres. Le Petit Prince. Sans hésiter, elle l'ouvrit à une page précise, comme guidée par un instinct profond. Là, un dessin d'enfant servait de marque-page. Une petite fille aux côtés d'un homme grand, devant une maison entourée de roses, en bas, une signature maladroite. Valérie. Étoile sentit les larmes couler sur ses joues. Ses souvenirs étaient les siens. Cette chambre était la sienne. Cette vie lui avait été arrachée. Ses yeux se posèrent sur la petite boîte à musique posée sur la table de nuit. Elle la prit délicatement et la remonta. La mélodie s'éleva, douce et poignante. Cette même chanson qu'elle avait jouée sur la place Saint-Michel. Comme un appel lancé à travers les années, Étoile se laissa glisser au sol, serrant la boîte contre sa poitrine, secouée de sanglots silencieux. Des fragments de souvenirs l'assaillaient maintenant. Des anniversaires joyeux, des histoires lues au coin du feu, des après-midi dans le jardin de roses. Et autre chose, quelque chose de sombre, qui se tenait à la périphérie de sa conscience, refusant encore de se révéler complètement. À l'aube, épuisée par cette tempête émotionnelle, elle s'était assoupie sur le tapis de la chambre d'enfant. La boîte à musique toujours serrée contre elle, c'est là que François la trouva en venant frapper à sa porte ce matin-là. La scène lui brisa le cœur, sa fille, car il était maintenant convaincu que c'était elle, recroquevillée sur le sol de sa chambre d'enfant, comme si les années n'avaient pas passé. « Étoile », appela-t-il doucement. « Valérie ». Elle ouvrit les yeux, désorientée un instant, puis son regard s'éclaircit en le voyant. « J'ai vu les étoiles », dit-elle d'une voix enrouée, « celles que tu as peintes. Et je me suis souvenue de toi sur l'échelle. Tu m'expliquais l'étoile polaire. » François s'agenouilla près d'elle, incapable de retenir ses larmes. « Alors tu te souviens ?» Des fragments, comme des pièces d'un puzzle, mais c'est réel, n'est-ce pas? Je suis Valérie, je suis ta fille. Il l'aida à se relever et la serra contre lui, craignant presque qu'elle ne s'évapore s'il la lâchait. Le médecin sera là à 10h, dit-il finalement. Mais dans mon cœur, je n'ai plus besoin de preuves, à 10h précises. Le docteur Laurent, un vieil ami de François, arriva au domaine. L'opération était simple, un prélèvement buccal pour chacun d'eux, et les résultats seraient disponibles dans quelques jours grâce à une procédure accélérée. Pendant que le médecin préparait son matériel dans le salon, Madame Marthe servait le café, son visage un masque d'impassibilité. Seul un léger tremblement de ses mains trahissait son agitation intérieure. « J'ai pensé que nous pourrions regarder d'anciennes vidéos de famille en attendant les résultats », suggéra François après le départ du médecin. « J'ai fait numériser tous les films de ton enfance. » Dans la bibliothèque, il inséra un disque dans le lecteur. L'écran s'anima, montrant une petite fille d'environ 4 ans courant dans le jardin du domaine, poursuivie par un François plus jeune qui feignait d'être un monstre. « Regarde comme tu riais », dit-il doucement. « Tu n'avais peur de rien. » Étoile observait ces images avec une émotion indescriptible. Cette petite fille insouciante, c'était elle. Cette vie heureuse lui appartenait. « Qui filmait ?» demanda-t-elle soudain. « Ta mère, sur les plus anciennes vidéos, puis Marthe, après ?» Il s'interrompit. « Après que ta mère nous a quittés ?» Sur l'écran apparut maintenant une séquence montrant Valérie à environ 6 ans, assise près de la fontaine du jardin, chantant cette mélodie qui les avait réunis. Derrière elle, passant brièvement dans le cadre, on apercevait Madame Marthe, plus jeune, qui observait l'enfant avec une expression étrange. Étoile se figea. L'image était fugitive, à peine quelques secondes, mais elle avait capturé quelque chose qui lui glaça le sang. Un regard de haine pure, dirigé vers l'enfant insouciante. « Tu as vu ?» demanda-t-elle à François. « Quoi donc ?»« Marthe, derrière moi !» Son expression. François revint en arrière et regarda attentivement. « Elle semble préoccupée, c'est tout. Elle a toujours été très protectrice envers toi. » Mais Étoile n'était pas convaincue. Cette image avait éveillé quelque chose en elle, une alarme lointaine. Cette nuit-là, après un dîner où la tension était palpable,
Malgré les efforts de François pour maintenir une atmosphère joyeuse, Étoile regagna sa chambre. Elle se préparait pour la nuit quand elle remarqua que sa brosse à cheveux n'était plus sur la commode où elle l'avait laissée. Elle la retrouva sur la table de nuit, déplacée de quelques centimètres. Quelqu'un était entré dans sa chambre pendant son absence. Un malaise l'envahit. Elle vérifia ses affaires. Rien ne manquait, mais plusieurs objets avaient été subtilement déplacés, comme un message silencieux. « Tu es surveillée ». Le sommeil la fuit à nouveau cette nuit-là, et lorsqu'elle s'assoupit enfin, aux premières lueurs de l'aube, un cauchemar l'attendait. Dans ce rêve, elle était à nouveau une petite fille, jouant près de la fontaine. Elle s'était piquée à une épine de rose, et une goutte de sang était tombée dans l'eau claire, puis une ombre s'était étendue sur elle. Elle s'était retournée et avait vu un visage, déformé par la haine et la jalousie. « Tu dois disparaître », disait une voix qu'elle connaissait. « Il est à moi, rien qu'à moi ». Étoile se réveilla en hurlant, le visage de Madame Marthe encore imprimé dans son esprit. Ce n'était pas un simple cauchemar, c'était un souvenir. La vérité commençait à émerger des brumes de l'oubli, terrible et incontestable. Les 3 jours d'attente pour les résultats du test ADN s'écoulèrent dans une tension palpable. François oscillait entre une joie à peine contenue et une prudence anxieuse, craignant encore une déception. Étoile, quant à elle, était absorbée par les souvenirs qui affluaient maintenant presque constamment. Comme si une digue avait cédé dans sa mémoire, Madame Marthe maintenait une façade d'efficacité professionnelle, mais ses yeux suivaient chaque mouvement d'Étoile avec une vigilance inquiétante. Le matin du 4e jour, le téléphone de François sonna, alors qu'il prenait le petit déjeuner sur la terrasse. Il s'excusa et s'éloigna pour répondre. Étoile le regarda faire les 100 pas, son corps entier tendu d'anticipation. Lorsqu'il revint vers elle, son visage était transformé par une émotion si profonde qu'elle sut immédiatement « C'était le docteur Laurent », dit François, la voix brisée par l'émotion. « Le test est positif à 99,9%. Tu es ma fille, tu es ma Valérie. » Le monde sembla s'arrêter autour d'Étoile, malgré les souvenirs qui avaient ressurgi, malgré sa conviction grandissante. Entendre cette confirmation scientifique rendait tout soudainement, irréfutablement réel. « Ma fille », répéta François en s'approchant d'elle, les bras ouverts. Elle se leva et s'y réfugia, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Et c'était le cas, réalisa-t-elle. Même sans le savoir, même sans souvenir, elle avait toujours cherché cet homme, cette maison, cette vie qui lui avait été volée. « Papa », murmura-t-elle. Le mot étrange et pourtant parfaitement naturel sur ses lèvres, François la serra contre lui, pleurant sans retenue. « Ma petite lumière », sanglota-t-il. « Tu es enfin revenue à la maison », de la cuisine, à travers la fenêtre entr'ouverte. Madame Marthe observait la scène. Son visage habituellement impassible était déformé par une expression de rage pure. Ses doigts serraient si fort le torchon qu'ils en étaient blancs. 19 ans. Pendant 19 ans, elle avait été la seule femme dans la vie de François, sa confidente, son soutien, sa force. Et maintenant, cette fille revenait tout lui prendre. Le soir même, François décida d'organiser un petit dîner pour célébrer ce qu'il appelait déjà le miracle. Il invita quelques amis proches et demanda à Marthe de préparer un repas spécial. « Je veux que tout soit parfait », dit-il, son visage rayonnant d'un bonheur qu'elle ne lui avait pas vu depuis des décennies. « Bien sûr, monsieur François », répondit-elle avec un sourire forcé. « Je m'occupe de tout. » Pendant qu'elle s'affairait en cuisine, François emmena Valérie faire une promenade dans le domaine. Il lui parlait de sa mère, Claire, morte en couche, lui montrant où ils avaient planté un chêne en sa mémoire. « Elle aurait été si heureuse de te voir aujourd'hui, » dit-il doucement. « Tu lui ressembles tellement. »« Parle-moi de ma disparition, » demanda Valérie. « Que s'est-il passé exactement ce jour-là ?» Le visage de François s'assombrit. « C'était un mardi après-midi. Tu jouais dans le jardin pendant que je travaillais dans mon bureau. Marthe préparait le goûter. Sa voix se brisa légèrement. Quand elle est sortie t'appeler. Tu avais disparu. Nous avons cherché partout, appelé la police. Une enquête massive a été lancée, mais aucune trace, compléta Valérie. Rien, comme si tu t'étais évaporée. J'ai engagé des détectives privés pendant des années. J'ai parcouru le pays en quête du moindre indice. Il secoua la tête. Et tout ce temps, tu étais dans un orphelinat à moins de 100 km. Comment est-ce possible ? Demanda Valérie,
perplexe. Personne n'a fait le rapprochement. Une fillette trouvée errante, sans mémoire, au moment même où une enfant disparaissait d'une famille connue. La police a enquêté sur plusieurs enfants correspondant à ta description. Mais François hésita. L'orphelinat où tu as été placé se trouvait dans un autre département. Et d'après ce que tu m'as dit, tu es restée plusieurs semaines dans un hôpital avant d'y être admise. Sans doute le temps que les recherches se concentrent ailleurs. Valérie acquiesça lentement. Mais une pensée troublante persistait. Quelqu'un avait orchestré tout cela avec une méticulosité effrayante. Quelqu'un qui connaissait suffisamment le système pour faire disparaître une enfant sans laisser de traces. Le soir venu, les invités arrivèrent. C'étaient pour la plupart de vieux amis de François, le docteur Laurent, qui avait effectué le test ADN, Maître Bonnet, l'avocat de la famille, et les Mercier, un couple qui possédait le domaine voisin depuis des générations. C'est un miracle, répétait Madame Mercier en serrant Valérie dans ses bras. Je t'ai vue grandir jusqu'à tes 6 ans, ma petite. Et maintenant, te voilà devenue une si belle jeune femme. Le dîner se déroula dans une atmosphère de joie et d'émotion. François, assis en bout de table, ne pouvait détacher son regard de sa fille retrouvée. Il semblait avoir rajeuni de 10 ans. Madame Marthe servait les plats avec son efficacité habituelle. Mais Valérie remarquait ses lèvres pincées, son regard glacial quand elle pensait que personne ne l'observait. « Un toast », proposa François en levant son verre. « À ma fille Valérie, qui est revenue à la maison après 19 ans. Aucun père n'a jamais été aussi heureux que moi ce soir. »« À Valérie », reprirent les invités en chœur. La jeune femme sourit, émue par tant d'affection. Elle commençait enfin à se sentir chez elle. À sa place, après le dessert, alors que la conversation continuait dans le salon, Valérie se dirigea vers la cuisine pour aider Marthe à débarrasser. Elle trouva la gouvernante en train de ranger des assiettes, ses mouvements plus brusques que d'habitude. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle poliment. Marthe se retourna, surprise. « Ce n'est pas nécessaire, c'est mon travail. Ce n'est pas un problème pour moi, j'ai l'habitude d'aider. » Marthe la considéra un moment, puis acquiesça sèchement. « Comme vous voulez. » Elles travaillèrent côte à côte en silence pendant quelques minutes. Valérie cherchait un moyen d'aborder cette femme impénétrable qui semblait la détester sans raison. « Vous avez été avec mon père très longtemps, » dit-elle finalement. « Toute ma vie, » répondit Marthe. Elle s'interrompit, puis ajouta « J'étais là quand il est né. J'ai servi sa famille depuis mes 16 ans. Vous devez beaucoup tenir à lui. » Quelque chose passa dans les yeux de la gouvernante. Une émotion si intense que Valérie eut un mouvement de recul. « Monsieur François est comme mon fils, » dit Marthe d'une voix étrangement douce. « J'ai pris soin de lui quand sa mère est morte. Je l'ai consolé quand votre mère est décédée en couche. Je l'ai soutenu pendant ces 19 années où il vous cherchait sans relâche. » Il y avait dans sa voix une possessivité qui mit Valérie mal à l'aise. « Je suis heureuse qu'il ait eu votre soutien pendant toutes ces années, » dit-elle prudemment. Marthe la fixa, son regard soudain dur comme l'acier. « Oui, pendant 19 ans, j'ai été tout pour lui. Et maintenant ?» Elle laissa sa phrase en suspens. Mais le message était clair. De retour au salon, Valérie trouva François en conversation avec Maître Bonnet. Quand il la vit, son visage s'illumina. « Justement, nous parlions de toi, » dit-il en lui prenant la main. « Il faudra régler la question de tes papiers d'identité. Légalement, tu dois reprendre ton nom, Valérie Delacroix, et il faudra modifier votre testament, François, » ajouta l'avocat. « Rétablir mademoiselle Valérie comme votre héritière légitime. » Valérie n'avait pas pensé à cet aspect des choses. Le domaine de la Croix représentait une fortune considérable. Qui en aurait hérité si elle n'était jamais revenue? La réponse lui vint comme un coup de poing. Marthe, la fidèle gouvernante qui avait consacré sa vie entière à François Delacroix, qui vivait dans l'espoir, peut-être, d'une reconnaissance à la hauteur de son dévouement. Cette nuit-là, alors que le domaine était enfin silencieux, Marthe se rendit dans le jardin. Elle s'approcha de la fontaine où la petite Valérie avait joué ce fameux jour, 19 ans plus tôt. Son visage, dans la pénombre, était celui d'une femme torturée par la haine. Elle sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas appelé depuis très longtemps. « C'est moi », dit-elle quand on décrocha. « Nous avons un problème grave, elle est revenue. » Une semaine après la confirmation du test ADN, Valérie commençait à reprendre ses marques dans cette vie qui lui avait été volée. Les formalités administratives avaient été entamées pour restaurer son identité légale.
François l'accompagnait partout avec une joie fébrile, comme s'il craignait qu'elle ne s'évapore à nouveau. Ce matin-là, ils étaient dans le bureau de François, feuilletant de vieux albums photos. Chaque image déclenchait en Valérie une nouvelle vague de souvenirs. « Regarde », dit François en désignant une photo d'elle à 5 ans, assise sur un poney. « Tu t'en souviens ? Tu avais tellement insisté pour monter Caramel. » Valérie effleura la photographie. « Je me souviens de sa crinière, si douce sous mes doigts. Ces moments de redécouverte étaient doux amers. Chaque souvenir retrouvé était une victoire, mais aussi un rappel douloureux de tout ce qu'elle avait perdu. Les années d'enfance, d'adolescence, qu'elle aurait dû vivre ici, auprès de son père. « Papa ?» dit-elle, le mot encore étrange sur ses lèvres. « As-tu gardé les rapports de police sur ma disparition ?» Le visage de François s'assombrit. « Oui, bien sûr. Pourquoi veux-tu les voir ? Je dois comprendre ce qui m'est arrivé. Les pièces du puzzle reviennent, mais il manque encore l'essentiel. Qui m'a enlevé et pourquoi ?» François hésita, puis se dirigea vers un classeur. Il en sortit une chemise épaisse marquée « Valérie, disparition » et la lui tendit avec réticence. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée de te plonger là-dedans maintenant. J'ai besoin de savoir, » insista-t-elle doucement. À contre-cœur, François la laissa seule avec le dossier. Valérie commença à parcourir les documents, rapports de police, témoignages, photos des recherches, articles de journaux, une vie entière réduite à une affaire criminelle non résolue. Un détail attira son attention dans le premier rapport. L'enfant a été vu pour la dernière fois par Madame Marthe Girard. Gouvernante, qui lui préparait un goûter, d'après son témoignage, elle a quitté la cuisine pour appeler l'enfant vers 16h30, mais celle-ci avait déjà disparu du jardin. Valérie fronça les sourcils. Marthe avait été la dernière personne à la voir. Et d'après ses cauchemars récurrents, elle était aussi celle qui, un coup à la porte, interrompit ses pensées. Madame Marthe elle-même entra, portant un plateau de thé. « Monsieur François m'a demandé de vous apporter ceci, » dit-elle, son regard s'attardant sur les documents éparpillés. « Merci, Marthe, » répondit Valérie, observant attentivement son visage. La gouvernante déposa le plateau et s'apprêtait à partir quand Valérie l'arrêta. « Madame Marthe, puis-je vous poser une question ?»« Bien sûr, mademoiselle. Dans votre témoignage à la police, vous dites être sortie dans le jardin à 16h30 pour m'appeler, mais dans ce rapport-ci, elle désigna un autre document. Mon père indique qu'il vous a vu dans la cuisine à 16h45 et que vous ne sembliez pas encore inquiète. » Le visage de Marthe resta parfaitement composé. « C'était il y a 19 ans, mademoiselle. Les souvenirs peuvent différer sur l'heure exacte. »« Bien sûr, » concéda Valérie. « Je me demandais simplement si vous aviez d'autres souvenirs de ce jour-là qui auraient pu échapper aux enquêteurs. » Un éclair indéfinissable passa dans les yeux de la gouvernante. « Rien que je n'ai déjà partagé, si vous voulez bien m'excuser. » Elle sortit, son dos raide trahissant sa tension. Valérie resta pensive. Quelque chose ne collait pas dans le récit officiel de sa disparition. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle était seule dans sa chambre. Son téléphone sonna. C'était Émilie, une amie de l'orphelinat qu'elle avait contactée pour en savoir plus sur son arrivée là-bas. « Valérie, j'ai retrouvé sœur Marie-Thérèse. Elle était déjà âgée quand tu es arrivée, mais sa mémoire est intacte. Elle accepte de te parler. » 1 heure plus tard, Valérie était au téléphone avec la vieille religieuse. « Je me souviens parfaitement de ton arrivée, » dit la voix chevrotante. C'était inhabituel. La plupart des enfants nous étaient confiés par les services sociaux, avec un dossier. Toi, tu as été amenée directement par un homme. Un homme. Valérie sentit son cœur s'accélérer. Vous souvenez-vous à quoi il ressemblait ? Grand, mince, les cheveux déjà grisonnants. Il a dit que tu avais été trouvée errante et qu'il t'emmenait chez nous en attendant que les services sociaux interviennent. Il a laissé une enveloppe avec de l'argent. Pour ses besoins, a-t-il dit, et personne n'a trouvé ça suspect. Ma petite, à cette époque, notre établissement manquait cruellement de fonds. On ne posait pas trop de questions quand un bienfaiteur se présentait. Après avoir raccroché, Valérie resta longtemps immobile. Un homme avait délibérément contourné les services sociaux pour la placer dans cet orphelinat précis, loin des recherches. Un homme payé par quelqu'un qui voulait qu'elle disparaisse, cette nuit-là, en se rendant à la cuisine pour chercher un verre d'eau. Valérie entendit la voix de Marthe provenant du petit salon attenant. Elle parlait au téléphone, à voix basse mais tendue. « Non, c'est impossible. » Elle commence à poser des questions. Elle a contacté l'orphelinat. Valérie s'immobilisa,
le cœur battant. Je t'ai payé suffisamment à l'époque pour que ce problème soit réglé définitivement, poursuivait Marthe. Et maintenant, tu me dis qu'elle s'est échappée de la maison où tu l'avais placée. Un long silence, puis je me fiche de tes excuses si elle découvre la vérité. Nous sommes tous les deux perdus. Valérie recula lentement, prenant soin de ne pas faire de bruit. Cette conversation confirmait ses pires soupçons. Marthe était derrière sa disparition. Le lendemain matin, François annonça qu'il devait se rendre à Paris pour quelques jours. « Une affaire urgente que je ne peux repousser », expliqua-t-il, visiblement contrarié. « Mais je serai de retour avant le week-end. »« Ne t'inquiète pas », le rassura Valérie. « Je serai bien ici. » Mais dès que la voiture de François disparut au bout de l'allée, elle sentit un malaise l'envahir. Elle était maintenant seule dans cette grande maison, avec la femme qui avait orchestré son enlèvement. Vers midi, alors qu'elle lisait sur la terrasse, Valérie aperçut une silhouette à la lisière de la propriété. Un homme observait la maison avant de disparaître dans les bois. Intriguée et inquiète, elle décida de le suivre discrètement. Elle traversa le jardin et s'engagea sous les arbres, guidée par le craquement des brindilles. Elle déboucha dans une petite clairière où l'homme attendait, fumant nerveusement une cigarette. Il était grand, mince, les tempes grisonnantes, la description exacte donnée par sœur Marie-Thérèse. Valérie s'approcha, le cœur battant. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix qu'elle voulait ferme. L'homme sursauta violemment quand il la vit, son visage blêmi comme s'il voyait un fantôme. « Mon Dieu » murmura-t-il. « Alors c'est vrai, tu es revenu. Vous êtes l'homme qui m'a amené à l'orphelinat » dit Valérie. Ce n'était pas une question. Il jeta sa cigarette et l'écrasa nerveusement. « Écoute, petite, je ne voulais pas. C'était juste un boulot. Elle m'a payé pour t'emmener loin d'ici. »« Marthe » souffla Valérie. Il acquiesça, mal à l'aise. « Je devais juste t'emmener dans un endroit où personne ne te retrouverait. Je ne savais pas que tu perdrais la mémoire. Je te jure, quand j'ai appris ça, j'ai veillé à ce que tu sois bien traité, au moins. Pourquoi êtes-vous revenu ? Elle m'a appelé, paniqué. Elle dit que tu commences à te souvenir. » Il jeta un regard nerveux vers la maison. « Écoute, je sais que j'ai fait quelque chose d'horrible. Mais maintenant, j'ai peur pour toi. Elle est dangereuse. » Avant que Valérie puisse répondre, un craquement se fit entendre derrière eux. Ils se retournèrent d'un même mouvement pour voir Madame Marthe, debout entre les arbres, son visage déformé par la colère. « Alors c'est ainsi que tu me remercies, Marcel, » dit-elle d'une voix glaciale. « Après tout ce que j'ai fait pour toi. » L'homme, Marcel, fit un pas en arrière. « C'est fini, Marthe. Je ne peux plus vivre avec ça. Cette gamine a le droit de connaître la vérité. » Le regard de la gouvernante se porta sur Valérie, et dans ses yeux, la jeune femme vit une haine si pure, si absolue, qu'elle en frémit. « Rentre à la maison, Valérie, » ordonna Marthe d'une voix étrangement calme. « Ton père serait terriblement inquiet s'il savait que tu te promènes seule dans les bois. »« Je ne vais nulle part avec vous, » répondit Valérie, reculant instinctivement. Pas avant de connaître toute la vérité. Le visage de Marthe se durcit encore. « Comme tu voudras, mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. » Sur ces mots énigmatiques, elle tourna les talons et disparut entre les arbres, laissant Valérie seule avec l'homme qui, 19 ans plus tôt, avait exécuté son enlèvement sur les ordres de la gouvernante. « Il faut que vous me racontiez tout, » dit Valérie à Marcel, encore secoué par la confrontation avec Marthe. L'homme passa une main tremblante dans ses cheveux grisonnants. « Pas ici. Elle pourrait revenir. Retrouvons-nous au village, au café près de l'église, dans 1 heure. » Valérie acquiesça, consciente du danger. 1 heure, de retour au domaine. Elle trouva la maison silencieuse. Aucune trace de Madame Marthe. Cette absence l'inquiéta plus que sa présence n'aurait pu le faire. Rapidement, elle monta dans sa chambre, attrapa son téléphone et appela son père. « Papa, je suis désolée de te déranger, mais... » « Valérie, tout va bien. » La voix de François trahissait son inquiétude immédiate. « Oui, enfin... Non. » Elle hésita, ne sachant comment formuler ses soupçons. « Je crois que Marthe cache quelque chose. Je l'ai entendue au téléphone hier soir, parlant de ma disparition. Et aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme à qui elle s'adressait, celui qui m'a emmenée à l'orphelinat. » Un long silence suivit. « Tu es sûre de ce que tu avances ? » ?»« Absolument. Il a tout avoué. Marthe lui a payé pour m'éloigner de toi. » François laissa échapper une exclamation étouffée. « Mon Dieu, Marthe, mais pourquoi ? Je ne sais pas encore.
Je dois retrouver cet homme dans 1 heure pour en apprendre davantage. Non. Valérie, c'est trop dangereux. Si ce que tu dis est vrai, tu ne devrais pas rester seule au domaine. Va chez les Mercier et attends-moi là-bas. Je prends le premier train. D'accord, promit-elle. Je ferai attention. Après avoir raccroché, Valérie décida de profiter de l'absence de Marthe pour fouiller sa chambre. Si la gouvernante avait orchestré son enlèvement, il devait rester des traces, des preuves. La chambre de Marthe, située dans l'aile des domestiques, était spartiate et impeccablement rangée. Valérie commença à inspecter méthodiquement les tiroirs, soulevant piles de vêtements et liasses de papier. Dans le dernier tiroir de la commode, sous une pile de foulards soigneusement pliés, elle découvrit une vieille boîte métallique. À l'intérieur, des coupures de journaux jaunis relatant sa disparition, une mèche de cheveux blonds attachée par un ruban, ses cheveux d'enfant, et, plus troublant, plusieurs lettres. Valérie en ouvrit une, datée d'1 an après son enlèvement. « Ma chère Marthe, commençait-elle. J'ai reçu votre paiement et vous en remercie. La petite est toujours à l'endroit convenu, sous bonne surveillance. Elle va bien mais ne se souvient toujours de rien, ce qui est une chance pour nous tous. Tant que vous continuerez à assurer ma rémunération, je veillerai à ce qu'elle reste loin des recherches. » Le cœur battant, Valérie rangea précipitamment la lettre dans sa poche. Voilà la preuve irréfutable. Elle photographia le reste des documents avec son téléphone, puis remit tout en place, exactement comme elle l'avait trouvé. Elle quitta la chambre, prenant soin de refermer la porte derrière elle, puis descendit l'escalier, déterminée à rejoindre Marcel au café. Mais dans le hall d'entrée, une silhouette l'attendait. « Tu cherchais quelque chose, ma petite ?» demanda Madame Marthe, son ton doucereux contrastant avec la dureté de son regard. Valérie sentit son sang se glacer. « Je pensais que vous étiez sortie. » Visiblement, Marthe s'avança, bloquant la porte d'entrée. « Tu sembles bien pressée. Un rendez-vous, peut-être ? Je vais simplement faire une promenade, » répondit Valérie, s'efforçant de garder une voix calme. « Tu mens mal, Valérie. Tu l'as toujours mal fait, même enfant. » Marthe fit un pas de plus vers elle. « Tu allais retrouver Marcel, n'est-ce pas, pour qu'il te raconte sa version des faits ?» Valérie recula. « Laissez-moi passer, Marthe, pour que tu ailles tout raconter à ton père, pour qu'il me rejette après tout ce que j'ai fait pour lui. » La voix de la gouvernante tremblait désormais de rage contenue. « J'ai consacré ma vie entière à François. J'étais là quand sa mère est morte, quand sa femme est décédée en lui donnant une fille qu'il aimait plus que tout, plus que moi, qui avait tout sacrifié pour lui. C'est pour ça que vous m'avez enlevée, par jalousie. » Un rictus déforma le visage de Marthe. « Jalousie. C'est bien plus que ça, ma petite. C'est la justice. François était à moi avant que tu n'arrives. Je l'ai élevé, consolé, soutenu. J'étais tout pour lui. Et puis tu es né, et soudain, je n'existais plus. Il n'avait plus que sa petite lumière en tête. » La réalisation frappa Valérie comme un coup physique. « Vous l'aimez, pas comme une mère, mais comme la femme que j'aurais dû être pour lui, si la vie avait été juste, » compléta Marthe, son regard brûlant de folie. « J'ai attendu si longtemps qu'il me voie autrement, quand sa femme est morte. J'ai cru que mon heure était venue, mais non, il s'est enfermé dans son chagrin, avec toi comme seule consolation. » Valérie cherchait frénétiquement une issue. Son téléphone était dans sa poche, mais elle ne pouvait pas l'atteindre sans alerter Marthe. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda-t-elle, gagnant du temps. « Me kidnapper à nouveau ?» Marthe eut un sourire glacial. « Oh non, ce serait trop compliqué. François te rechercherait encore, peut-être pour 19 autres années. Je ne peux pas risquer qu'il gâche le reste de sa vie à te chercher. » Elle avança encore. « Non, cette fois, il faudra qu'il accepte que tu es parti pour de bon. » L'évidence de la menace fit frissonner Valérie. Marthe ne prévoyait pas de l'enlever à nouveau, mais de la faire disparaître définitivement. « Il ne vous croira jamais, » dit-elle. Désespérée. « J'ai des preuves maintenant. J'ai trouvé vos lettres, vos arrangements avec Marcel. » Une lueur d'inquiétude traversa le regard de Marthe, vite remplacée par une détermination froide. Peu importe. Un tragique accident peut arriver à n'importe qui. Une jeune femme instable, bouleversée par ses souvenirs retrouvés, qui décide d'en finir. D'un mouvement soudain, elle sortit un objet de sa poche, un couteau de cuisine dont la lame captait la lumière du hall. Et après, je serai là pour consoler François. Comme toujours, Valérie recula encore, son dos heurtant l'escalier, sans réfléchir. Elle plongea la main dans sa poche, attrapa son téléphone
et le lança de toutes ses forces à travers la pièce pour créer une diversion. Marthe tourna instinctivement la tête vers le bruit. Valérie en profita pour se précipiter vers le salon, fermant la lourde porte derrière elle. Elle entendit Marthe pousser un cri de rage et se jeter contre le battant. La pièce n'avait pas d'autre issue que les fenêtres. Valérie se précipita vers l'une d'elles et l'ouvrit à la volée. Au moment où elle enjambait le rebord, la porte du salon céda sous les assauts de Marthe. Valérie sauta dans le jardin et courut vers les bois, entendant les pas de la gouvernante derrière elle. La lettre incriminante était toujours dans sa poche. Battant contre sa cuisse au rythme de sa course désespérée, elle atteignit les arbres et s'y enfonça, cherchant à semer sa poursuivante. Mais Marthe connaissait le domaine aussi bien qu'elle. Sinon mieux, la gouvernante suivait sa trace avec une détermination terrifiante. Valérie déboucha finalement sur la route qui menait au village. Elle pouvait voir le clocher de l'église au loin, si elle parvenait jusque-là. Un bruit de moteur attira son attention. Une voiture arrivait. Elle se plaça au milieu de la route. Agitant désespérément les bras, la voiture ralentit, puis s'arrêta à sa hauteur. La vitre s'abaissa, révélant le visage de Marcel. « Monte, vite !» cria-t-il. Valérie s'engouffra dans le véhicule qui démarra en trombe, laissant Madame Marthe au milieu de la route. Son visage déformé par la rage. « Elle est complètement folle !» haleta Valérie. « Elle a essayé de me tuer. »« Je m'en doutais » répondit sombrement Marcel. « Quand elle m'a appelé après toutes ces années, j'ai compris qu'elle était prête à tout pour garder son secret. »« Comment avez-vous pu participer à ça ?» demanda Valérie, la colère perçant à travers sa peur. « J'avais des dettes, j'étais désespérée. Elle a proposé une somme que je ne pouvais pas refuser. » Il secoua la tête, honteux. « Mais je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je devais juste t'éloigner, te confier à l'orphelinat avec assez d'argent pour qu'ils prennent bien soin de toi. Et ensuite, vous avez continué à recevoir de l'argent pour votre silence. » Marcel acquiesça misérablement. « Mais je n'ai jamais été tranquille. Quand j'ai appris que tu avais perdu la mémoire, que tu ne savais même plus qui tu étais, ça me hantait. » Ils arrivèrent au village. Marcel se gara près de la gendarmerie. « Il faut que tu portes plainte. J'avouerai tout. Je témoignerai contre elle. » Valérie sortit la lettre de sa poche. « J'ai des preuves. Et mon père est déjà en route. » Alors qu'ils entraient dans la gendarmerie. Valérie jeta un dernier regard en arrière, dans ce petit village paisible de Provence. Elle s'apprêtait enfin à dévoiler la sombre vérité qui avait détruit sa vie. 19 ans plus tôt, dans le bureau austère de la gendarmerie, Valérie terminait son récit. Face à elle, le lieutenant Moreau prenait des notes, son visage trahissant une incrédulité grandissante. « Je comprends votre scepticisme », dit-elle en posant la lettre incriminante sur la table. « Mais voici une preuve concrète. » Le gendarme examina le document, son front se plissant davantage à chaque ligne, à ses côtés. Marcel fixait ses mains tremblantes. « Monsieur Legrand », dit finalement le lieutenant, en se tournant vers Marcel. « Confirmez-vous ces allégations ?» Marcel acquiesça lentement. « Tout est vrai. J'ai enlevé la petite sur ordre de Madame Girard. Elle m'a payé pour l'emmener loin et la placer dans un orphelinat où personne ne la retrouverait. Et vous n'avez jamais pensé à avouer ce crime en 19 ans. J'avais peur, » murmura Marcel, et honte. Et puis, avec le temps, on se dit que c'est trop tard, que ça ne changerait rien. Le téléphone de Valérie vibra. Un message de son père. « Arrivée prévue dans 30 minutes à la gare. Où es-tu ?»« Mon père arrive, » annonça-t-elle au lieutenant. « Il faudra l'attendre pour décider de la suite. » Moreau hocha la tête. « En attendant, je vais envoyer une patrouille au domaine de la Croix pour appréhender Madame Girard. » Valérie frissonna. « Soyez prudent, elle est dangereuse et désespérée. » 30 minutes plus tard, François faisait irruption dans la gendarmerie, le visage marqué par l'angoisse et le voyage précipité. Quand il vit Valérie, il la serra contre lui avec force. « Tu n'as rien, tu es sûre ?»« Je vais bien, » le rassura-t-elle. « Mais Marthe, papa, elle a tout avoué. C'est elle qui a orchestré mon enlèvement. Par jalousie, par obsession pour toi. » François recula, son visage reflétant une incrédulité douloureuse. « Marthe, ma Marthe !» Il se tourna vers Marcel qu'il n'avait pas encore remarqué. « Et vous êtes l'homme qu'elle a payé pour emmener votre fille », compléta le lieutenant Moreau. Il a tout avoué. François s'effondra sur une chaise, comme si ses jambes ne pouvaient plus le porter. « C'est impossible. Marthe a pratiquement élevé ma fille. Elle m'a soutenue pendant toutes ces années de recherche. » « Précisément, » intervint Valérie doucement. « Elle voulait être indispensable pour toi. La seule femme dans ta vie,
Quand maman est morte en me mettant au monde, elle a espéré prendre sa place. Mais tu ne voyais que moi. Le lieutenant Moreau s'éclaircit la gorge. Monsieur Delacroix, mes hommes sont au domaine en ce moment pour arrêter Madame Girard. Souhaitez-vous vous y rendre? François acquiesça. Encore sonné. Oui, je dois comprendre. Pendant le trajet vers le domaine, François resta silencieux, perdu dans ses pensées. À ses côtés, Valérie respectait son choc, sa douleur. Après tout, Marthe avait été pendant plus de 60 ans une figure constante dans sa vie, presque une mère. Je n'ai rien vu, murmura-t-il finalement. Toutes ces années, elle était douée pour dissimuler, répondit doucement Valérie. Mais pourquoi? Je l'ai toujours traitée avec respect, avec affection même. C'est justement le problème. Elle voulait plus. Elle t'aimait d'une façon possessive, maladive. François secoua la tête. J'aurais dû voir les signes. Après ta disparition, elle semblait, je ne sais pas, presque soulagée parfois. Malgré son chagrin apparent, la voiture s'engagea dans l'allée du domaine. 3 véhicules de gendarmerie étaient déjà garés devant l'entrée principale, leurs gyrophares projetant des éclairs bleus sur la façade ocre du manoir. Le lieutenant Moreau les attendait sur le perron, son expression grave. « Elle n'est pas là », annonça-t-il dès qu'ils descendirent de voiture. « Nous avons fouillé toute la propriété. »« Comment est-ce possible ?» s'exclama Valérie. « Elle n'avait pas de voiture. Elle a peut-être été prise en stop », suggéra le gendarme. « Nous avons lancé un avis de recherche. » François s'avança. « Puis-je voir sa chambre ?» Le lieutenant acquiesça et les guida à travers la maison. La chambre de Marthe avait été méticuleusement fouillée par les gendarmes. Tiroirs ouverts, armoires vidées, matelas soulevés. Elle a pris quelques affaires, nota l'un des agents. Vêtements, papiers d'identité probablement. Et d'après votre femme de ménage, il manque de l'argent dans la caisse du personnel. François inspecta la pièce, comme s'il espérait y trouver une explication. Un indice sur la femme qu'il croyait connaître, son regard s'arrêta sur une photo encadrée posée sur la table de nuit. L'unique décoration personnelle dans cette chambre austère. Elle le montrait lui-même, beaucoup plus jeune, tenant dans ses bras Valérie bébé. Mais quelque chose clochait dans cette image. « C'est étrange », murmura-t-il en prenant le cadre. Sur la photo originale, Claire était avec nous. Elle l'a découpée. Valérie examina l'image. En effet, on distinguait clairement le bord d'une silhouette féminine qui avait été soigneusement coupée. « Elle a effacé ma mère de la photo », dit-elle doucement, « comme elle a essayé de m'effacer de ta vie. » François reposa le cadre, le visage pâle. « Je n'arrive toujours pas à y croire. Pendant 19 ans, chaque jour, elle m'a regardé dans les yeux en sachant ce qu'elle avait fait. »« Monsieur Delacroix ?» intervint le lieutenant. « Avez-vous une idée d'où elle pourrait se cacher? Des propriétés, des amis, de la famille ?» François secoua la tête. « Marthe n'a jamais eu de vie en dehors de cette maison. Du moins pas à ma connaissance. Sa famille est décédée depuis longtemps. Les relevés bancaires pourraient nous donner des indices, » suggéra Valérie. « Si elle a organisé mon enlèvement, elle a dû préparer sa fuite au cas où la vérité éclaterait. » Le lieutenant Moreau hocha la tête. « Nous allons vérifier ses comptes, mais cela prendra du temps. » De retour au salon, François s'assit lourdement dans son fauteuil préféré. La maison qui avait toujours été son refuge semblait maintenant contaminée par la trahison. « Je n'arrive pas à comprendre comment elle a pu faire ça, » dit-il, fixant les flammes dans la cheminée. « Te faire du mal, à toi, une enfant innocente. » Valérie s'agenouilla près de lui. Son amour pour toi s'est transformé en obsession. Elle ne supportait pas que tu aimes quelqu'un d'autre plus qu'elle. Mais 19 ans, Valérie, 19 ans de mensonges quotidiens. Sa voix se brisa. Pendant que je souffrais, pendant que je te cherchais partout. Elle savait exactement où tu étais. Un gendarme entra dans le salon, interrompant leur conversation. « Lieutenant, nous avons trouvé quelque chose dans le bureau de Monsieur Delacroix. » Ils suivirent l'agent jusqu'au bureau, sur le grand bureau en acajou. Les gendarmes avaient disposé plusieurs documents, des relevés bancaires, des reçus de virement. Ces documents étaient cachés dans un double fond de l'un des tiroirs, expliqua l'agent. Ce sont des traces de virements effectués par Madame Girard vers un compte aux îles Caïmans, puis redirigés vers un compte en Suisse. François examina les papiers, stupéfait. « Je ne comprends pas. D'où venait tout cet argent? Le salaire de Marthe, bien que généreux, n'aurait jamais pu lui permettre d'économiser de telles sommes.
C'est là que ça devient intéressant, poursuivit le gendarme. Ces virements correspondent exactement aux dates des versements que vous effectuiez pour l'entretien du domaine. Elle détournait une partie des fonds. Pendant toutes ces années, s'exclama François, incrédule. Au moins les 15 dernières années. D'après ces documents, et toujours les mêmes montants, à intervalles réguliers, Valérie se pencha sur les papiers. Elle préparait sa fuite, au cas où la vérité éclaterait un jour. Et ce n'est pas tout, ajouta le lieutenant Moreau, brandissant un passeport. Nous avons trouvé ceci dans la doublure de sa valise, celle qu'elle n'a pas prise. Un faux passeport au nom de Martine Gaillard, avec sa photo, mais 10 ans de moins sur l'âge déclaré. François passa une main lasse sur son visage. Donc elle avait tout prévu. Depuis le début, pas exactement, intervint un autre gendarme qui venait d'entrer. Lieutenant, nous avons retrouvé sa trace. Elle a pris un taxi jusqu'à la gare de Marseille il y a 3 heures. La gare. François fronça les sourcils. Où pourrait-elle aller en train ? Partout, répondit le lieutenant. Mais nous allons vérifier les enregistrements de vidéosurveillance et la liste des passagers. La nuit tombait sur le domaine de la Croix. Les gendarmes avaient installé un poste temporaire dans le salon, coordonnant les recherches. François et Valérie, épuisés par les événements de la journée, s'étaient retirés dans la bibliothèque. « Comment allons-nous continuer à vivre ici ?» demanda doucement Valérie. Avec tous ces souvenirs, cette trahison, François contempla les étagères chargées de livres, témoins silencieux de générations de Delacroix. « Cette maison est notre héritage, Valérie. Nous ne laisserons pas Marthe nous la voler aussi. » Il prit sa main dans la sienne. « Nous créerons de nouveaux souvenirs, des souvenirs heureux pour effacer les mauvais. » Un coup discret à la porte les interrompit. C'était le lieutenant Moreau. « Nous avons une piste sérieuse, » annonça-t-il. « Madame Girard a été vue montant dans le train pour Nice, et nous avons découvert qu'elle possède un petit appartement là-bas, acheté il y a 6 ans sous son faux nom. »« Nice, » murmura François. « Si près et pourtant... »« Nous envoyons une équipe sur place immédiatement, » assura le lieutenant. « Avec un peu de chance, nous la retrouverons avant l'aube. » L'aube se levait sur Nice, baignant la promenade des Anglais d'une lumière dorée, dans un petit appartement du quartier du Port. Les gendarmes prenaient position. L'immeuble, modeste mais bien entretenu, se trouvait à 2 pas de la mer. Un refuge parfait pour qui voulait disparaître tout en restant à portée de ses habitudes. François et Valérie avaient insisté pour accompagner les forces de l'ordre. Ils attendaient maintenant dans une voiture banalisée, observant l'opération avec un mélange d'appréhension et d'espoir. « Elle est peut-être déjà partie », murmura Valérie, serrant nerveusement la main de son père. « Non, » répondit François. « Je connais Marthe. Elle est trop sûre d'elle, trop convaincue de son intelligence supérieure. Elle pensera que nous n'avons pas pu suivre sa trace aussi rapidement. » Le lieutenant Moreau s'approcha de leur véhicule. « Nous sommes prêts, d'après le concierge. Quelqu'un est bien entré dans l'appartement hier soir. Une femme âgée correspondant à la description. » François acquiesça. « Soyez prudents, Marthe est désespérée, et les personnes désespérées sont capables de tout. Restez dans la voiture, » ordonna le lieutenant avant de rejoindre son équipe. L'intervention fut rapide et méthodique. Les gendarmes enfoncèrent la porte et pénétrèrent dans l'appartement, armes au poing. Quelques minutes plus tard, qui parurent une éternité à François et Valérie, le lieutenant Moreau sortit de l'immeuble. Escortant une madame Marthe menottée, la gouvernante marchait tête haute, son port altier intact malgré les circonstances. Mais lorsqu'elle aperçut François et Valérie qui sortirent de la voiture, son masque de dignité se fissura. Une lueur de démence traversa son regard. « François !» s'écria-t-elle. « Tu ne peux pas croire ces mensonges. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ton bien. » François s'avança lentement, comme s'il approchait un animal blessé et dangereux. « Pour mon bien, Marthe. Enlever ma fille, me faire croire qu'elle avait disparu à jamais, me regarder souffrir pendant 19 ans. Tu ne comprends pas, » gémit-elle, ses yeux fous allant de François à Valérie. « Elle t'éloignait de moi. Après la mort de Claire, nous aurions pu être heureux, juste toi et moi. Mais tu ne voyais qu'elle, cet enfant qui n'arrêtait pas de pleurer, de réclamer ton attention. » Valérie sentit son cœur se serrer devant tant de haine à son égard, une haine qui remontait à sa naissance même. « Vous étiez comme une mère pour moi, » dit François, la voix brisée par l'émotion. « J'avais une confiance absolue en vous. Une mère !» cracha Marthe, son visage soudain déformé par la rage. « Je ne voulais pas être ta mère, François. J'ai passé ma vie entière à t'aimer,
à espérer que tu me verrais enfin comme une femme. J'ai pris soin de toi quand tu étais enfant. Je t'ai soutenue quand ta mère est morte. Je t'ai consolée quand Claire est décédée. J'ai tout fait, tout sacrifié pour toi. » Le lieutenant Moreau fit signe à ses hommes d'emmener Marthe, mais François leva une main pour les arrêter. « Non, attendez. Je veux entendre. Je veux comprendre. » Il fixa Marthe dans les yeux. « Comment avez-vous pu faire ça à une enfant innocente, à ma fille ?» Le regard de Marthe se voila, comme si elle revivait ce jour fatidique. « C'était si simple, » murmura-t-elle. Elle jouait près de la fontaine, comme tous les jours. « J'ai attendu que tu sois occupé dans ton bureau. J'ai appelé Marcel. Il avait des dettes, il était prêt à tout pour de l'argent. » Un sourire étrange flotta sur ses lèvres. « Je lui ai dit d'emmener Valérie loin. Dans un endroit où personne ne la retrouverait jamais, de lui donner une nouvelle vie. Vous m'avez volé 19 ans, intervint Valérie, incapable de se contenir plus longtemps. Vous m'avez privé de mon père, de mon identité, de ma vie. Marthe la fixa avec un mépris glacial. Tu as survécu, non? Je n'ai jamais voulu te faire de mal, je voulais juste que tu disparaisses. Puis, se tournant vers François, j'aurais été tout pour toi, sans elle, ta confidente, ton soutien, et peut-être, avec le temps, jamais, coupa François, son visage dur comme la pierre. Jamais je ne vous aurais vu autrement que comme la femme qui a pratiquement élevé ma mère. Puis moi, vous étiez famille pour moi, Marthe, et vous avez trahi cette confiance de la pire des façons. Une ombre passa sur le visage de la vieille femme. Pour la première fois, quelque chose qui ressemblait à du remords apparut dans ses yeux. « Je t'aimais tellement, » murmura-t-elle. « Et pourtant, tu ne m'as jamais vraiment vue. Emmenez-la, » ordonna finalement le lieutenant Moreau. « Madame Marthe Girard, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement d'enfants, séquestration, usurpation d'identité et détournement de fonds. » Alors que les gendarmes l'escortaient vers la voiture de police, Marthe se retourna une dernière fois vers Valérie. « Tu aurais dû rester perdue, » siffla-t-elle. « J'aurais dû m'assurer que tu ne reviendrais jamais. » Ces mots, prononcés avec une haine pure, glacèrent le sang de Valérie. Ce n'était pas juste la colère d'une femme prise au piège. C'était la rage de quelqu'un qui, même maintenant, ne regrettait rien. Plus tard, au commissariat, François et Valérie assistèrent à l'interrogatoire formel de Marthe derrière une vitre sans teint. La vieille gouvernante avait retrouvé son calme, répondant avec précision aux questions des enquêteurs. Elle admet tout, nota le lieutenant Moreau qui les avait rejoints. Sans la moindre émotion, comme si elle parlait de la météo. « Y aura-t-il un procès ?» demanda Valérie. « Certainement, les preuves sont accablantes. » Et avec ses aveux, il hésita. Mais compte tenu de son âge, il est possible qu'elle bénéficie de certaines circonstances atténuantes. « Des circonstances atténuantes », s'exclama François. Incrédule. « Elle a détruit la vie de ma fille par pure jalousie. La justice tiendra compte de tous les éléments, » assura le lieutenant. Mais il est rare qu'une femme de 68 ans soit condamnée à une longue peine de prison, même pour des faits aussi graves, dans la salle d'interrogatoire. Marthe signait maintenant sa déposition. Son visage était composé, presque serein, comme si un poids énorme venait d'être levé de ses épaules. La confession semblait l'avoir libérée d'un secret trop longtemps gardé. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda Valérie doucement. François passa un bras autour de ses épaules. « Nous rentrons à la maison. Nous commençons à reconstruire notre vie, ensemble. » Avant de quitter Nice, ils firent un détour par la promenade des Anglais. Debout face à la Méditerranée scintillante, père et fille restèrent silencieux, laissant la brise marine emporter un peu de leur douleur. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait pu faire ça, » dit finalement François. « Pendant toutes ces années, elle m'a vu souffrir, elle m'a vu te chercher, espérer, désespérer, et pas une seule fois elle n'a montré le moindre signe de remords. L'obsession l'a rendue folle, » répondit doucement Valérie. Dans son esprit dérangé, elle pensait vraiment agir pour ton bien. François secoua la tête. « Je me demande si je pourrai jamais lui pardonner. »« Tu n'as pas à le faire, » dit Valérie en serrant sa main. « Certaines trahisons sont trop grandes pour être pardonnées. Mais nous pouvons choisir de ne pas laisser cette haine nous consumer, comme elle l'a consumée. » Sur le chemin du retour vers la Provence, Valérie regarda défiler les paysages par la fenêtre du train. Pendant 19 ans, elle avait vécu sans connaître son passé, son identité, sa famille. Maintenant, la vérité était révélée, dans toute son horreur. Mais au milieu de cette tempête, une certitude demeurait.
Elle avait retrouvé son père, sa maison, sa place dans le monde, et personne ne pourrait plus jamais les lui enlever. À leur côté, Marcel voyageait en silence, son visage marqué par le remords. Il avait accepté de témoigner contre Marthe en échange d'une réduction de peine. Sa complicité dans l'enlèvement lui vaudrait certainement une condamnation, mais son témoignage spontané jouait en sa faveur. « Je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait », avait-il dit à Valérie avant leur départ. « Mais je ferai tout pour vous aider à obtenir justice. » Alors que le train filait à travers les collines de Provence, Valérie sentit un poids immense se lever de ses épaules. Le mystère de sa disparition était résolu. Les pièces manquantes de son passé étaient enfin retrouvées. Désormais, elle pouvait envisager l'avenir. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'arrestation de Madame Marthe. L'automne avait cédé la place à l'hiver. Puis au printemps, et maintenant le soleil de juin réchauffait à nouveau les terres du domaine de la Croix. Dans le jardin, les rosiers avaient repris vie, leurs fleurs écarlates s'épanouissant autour de la fontaine de pierre. Le procès s'était tenu à huis clos 2 mois auparavant. Marthe Girard avait été condamnée à 12 ans de réclusion pour enlèvement d'enfants, séquestration et détournement de fonds. À 68 ans, elle passerait probablement le reste de sa vie derrière les barreaux. Marcel, pour sa part, avait écopé de 5 ans avec sursis, sa coopération et ses remords sincères ayant joué en sa faveur. Pour François et Valérie, la cicatrisation était un processus lent mais constant. Ils avaient d'abord envisagé de vendre le domaine, trop chargé de souvenirs douloureux, mais finalement, ils avaient décidé de rester, refusant de laisser Marthe leur voler ce dernier morceau de leur héritage familial. Ce matin-là, Valérie préparait son café sur la terrasse, contemplant le jardin en fleurs. Tant de choses avaient changé en 6 mois. Elle avait officiellement repris son nom, Valérie Delacroix, et entamé une thérapie pour l'aider à intégrer ses 2 vies, celle d'Étoile, l'orpheline sans mémoire, et celle de Valérie, l'enfant chéri qui avait été arraché à son foyer. « Bonjour. »« Ma chérie », la salua François en la rejoignant, une tasse de café à la main. Les mois écoulés semblèrent l'avoir rajeunie. La joie avait remplacé l'ombre permanente qui voilait son regard depuis 19 ans. « Bonjour papa », répondit-elle avec un sourire. Ce mot, autrefois si étrange, lui venait maintenant naturellement aux lèvres. « Tu as bien dormi, comme un loir. Et toi, plus de cauchemars ?» Valérie secoua la tête. Les premières semaines après l'arrestation de Marthe, elle s'était réveillée presque chaque nuit, hantée par des images de la gouvernante penchée sur elle, un regard fou dans les yeux, mais ses terreurs nocturnes s'étaient progressivement estompées. « Je vais beaucoup mieux », assura-t-elle. Drelambert dit que je fais d'énormes progrès. François hocha la tête. Satisfait, le psychiatre qui suivait Valérie avait été impressionné par sa résilience. Les traumatismes de l'enfance peuvent rester enfouis pendant des décennies, avait-il expliqué. Mais une fois confrontés, ils perdent progressivement leur emprise. « J'ai une surprise pour toi », annonça François. « Regarde qui vient déjeuner aujourd'hui. » Il lui tendit son téléphone, montrant un message de Jean Mercier, leur voisin. « Ravi de confirmer le déjeuner avec vous deux. J'amène mon neveu Alexandre. Comme promis, il a hâte de rencontrer ta fille et d'entendre sa musique. » Valérie sourit. Alexandre Mercier était un producteur de musique à Paris. Quand son oncle lui avait parlé du talent de Valérie, il avait immédiatement proposé de l'écouter. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit-elle doucement. « Je n'ai rien fait du tout. C'est ton talent qui parle, » répondit François. « Tu as continué à chanter pendant toutes ces années, même sans savoir pourquoi cette mélodie était si importante pour toi. La musique fait partie de toi, Valérie. » Elle acquiesça, songeuse. Après son retour, elle avait hésité à reprendre la guitare. L'instrument étant désormais associé à sa vie d'étoile, mais progressivement, elle avait redécouvert le plaisir de jouer, de chanter, et ces dernières semaines, elle avait même commencé à composer ses propres chansons, des mélodies qui parlèrent de perte, de retrouvailles, de guérison. Plus tard dans la matinée, alors qu'elle aidait François à préparer le déjeuner, un visiteur inattendu se présenta au domaine. C'était Auguste, le vieux jardinier qui travaillait pour la famille depuis des décennies, à 82 ans. Il venait moins souvent, mais continuait à s'occuper des rosiers avec une dévotion touchante. « Mademoiselle Valérie », dit-il en retirant sa casquette, « pourriez-vous m'accorder un moment ?» Intriguée, elle le suivit dans le jardin. Auguste l'emmena jusqu'à un banc près de la roseraie. « Il y a quelque chose que je dois vous dire », commença-t-il,
sa voix rendue rauque par l'âge et l'émotion. Quelque chose qui me tourmente depuis votre retour. Valérie sentit son cœur s'accélérer. Je vous écoute, Auguste. Le vieil homme tripotait nerveusement sa casquette. Le jour de votre disparition, j'étais là, pas tout près, mais je taillais les haies de l'autre côté du jardin. Il hésita. J'ai vu Madame Marthe. Elle parlait avec un homme près du petit portail de service. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Ce n'est qu'après votre disparition que j'ai commencé à me poser des questions. « Vous avez vu Marcel ?» demanda Valérie. Le souffle court. Auguste acquiesça lentement. « Je crois bien que c'était lui, oui, mais je n'étais pas sûre, et Madame Marthe était si respectée, si au-dessus de tout soupçon, qui aurait cru une telle chose. Vous n'avez jamais rien dit à la police ?» Le jardinier baissa les yeux, honteux. Je n'avais pas de preuves concrètes, juste un soupçon, et j'avais peur. Ma femme était malade à l'époque. J'avais besoin de ce travail. Sa voix se brisa. Je me suis tue. Et à cause de ça, vous avez perdu 19 ans de votre vie. Je ne pourrai jamais me pardonner. Valérie prit ses mains calleuses entre les siennes. Ce n'est pas votre faute, Auguste. Marthe était manipulatrice et calculatrice. Elle a trompé tout le monde, même mon père qui la connaissait depuis toujours. J'aurais dû être plus courageux, insista-t-il. J'aurais dû parler, même sans certitude. Et maintenant, vous l'avez fait, dit-elle doucement. C'est ce qui compte. Ils restèrent un moment silencieux, contemplant les roses qui s'épanouissaient autour d'eux. Ces mêmes roses qui, 19 ans plus tôt, avaient été témoins d'un crime né de l'obsession et de la jalousie. « J'ai quelque chose pour vous », dit finalement Auguste en sortant un petit objet de sa poche. « Je l'ai trouvé peu après votre disparition, près de la fontaine. Je l'ai gardé toutes ces années, comme un talisman, un espoir que vous reviendriez un jour. » Il lui tendit un petit pendentif en argent, le jumeau exact de celui que François avait gardé pendant 19 ans. Mais celui-ci était légèrement déformé, comme s'il avait été écrasé sous un talon. « Mon autre pendentif », murmura Valérie, émue. « Je croyais l'avoir perdu le jour de mon enlèvement. Marthe a dû l'arracher de votre cou, supposa Auguste. Un geste de colère. Peut-être. Valérie serra le bijou dans sa paume, une pièce supplémentaire du puzzle, un autre fragment de son passé qui lui revenait enfin, le déjeuner avec les Mercier, et Alexandre se déroula dans une ambiance chaleureuse. Le jeune producteur fut immédiatement charmé par Valérie, tant par sa personnalité que par son talent musical. Quand elle joua quelques-unes de ses compositions, un silence respectueux s'installa. « C'est extraordinaire », dit Alexandre quand elle eut terminé. « Il y a une authenticité, une profondeur dans votre musique. On sent que ces chansons viennent de très loin. Elles viennent de 2 vies, répondit simplement Valérie. Celle que j'ai perdue et celle que j'ai retrouvée. Plus tard, après le départ de leurs invités et une promesse d'Alexandre de l'inviter en studio à Paris, François et Valérie se retrouvèrent dans le jardin. Le soleil commençait à décliner, baignant la propriété d'une lumière dorée. « Je crois qu'il est temps », dit François en prenant la main de sa fille. Elle acquiesça, comprenant immédiatement. Ensemble, ils se dirigèrent vers la fontaine, ce lieu qui avait vu la fin et le début de tant de choses. François sortit de sa poche le pendentif qu'il avait gardé pendant 19 ans. Valérie ajouta celui qu'Auguste venait de lui rendre, côte à côte. Les 2 bijoux formaient une paire parfaite, 2 étoiles d'argent, l'une intacte, l'autre légèrement tordue, mais toutes 2 réunies enfin. « Ta mère avait fait faire ces pendentifs pour tes 6 ans, » expliqua François. « Un pour toi, un pour moi. Pour que tu saches toujours retrouver ton chemin vers la maison, » avait-elle écrit dans la lettre qu'elle t'a laissée avant de mourir. Valérie sentit des larmes couler sur ses joues. Et c'est ce qui est arrivé. Ce pendentif nous a réunis, sur la place Saint-Michel. François sortit un petit écrin de velours de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une chaîne en argent délicatement ouvragée. « J'ai fait restaurer ton pendentif, » dit-il doucement, « pour que tu puisses le porter à nouveau, si tu le souhaites. » Avec des gestes empreints d'émotion, il attacha la chaîne autour du cou de sa fille, y suspendant les 2 pendentifs désormais réunis. « Ma petite lumière », murmura-t-il en l'enlaçant, « tu es enfin revenue à la maison. » Alors que les cloches de l'église du village sonnaient au loin, père et fille s'agenouillèrent près d'un carré de terre fraîchement retourné à côté de la fontaine. François tendit à Valérie un petit rosier en pot, une variété rare aux fleurs d'un blanc pur.
pour marquer un nouveau départ, dit-il, une nouvelle histoire. Ensemble, ils plantèrent le rosier, leurs mains se mêlant dans la terre riche, une promesse tacite que, malgré les années volées, malgré la trahison et la douleur, ils choisissaient désormais de regarder vers l'avenir, le rosier blanc, entouré des roses rouges qui avaient été témoins de tant de douleurs, symbolisait l'espoir, le renouveau, la petite lumière qui, après 19 ans d'obscurité, brillait à nouveau de tous ses feux.